merci d'abord pour avoir honoré par votre présence ce panel. Alors, et puis, je remercie aussi la gente masculine qui est avec nous. Donc, moi, je tenais avec mon équipe de la start-up Nafsia Tech d'organiser un premier panel pour être féminin. Donc, parce que déjà, c'est-à-dire en marge de l'organisation du marathon technologique chez Zintech Challenge, elle est dans la technologie, eh ben, ben, on a décidé que le premier panel soit féminin. Cet événement, alhamdoulilah, est organisé sous le haut patronage de Monsieur le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie, de la connaissance et des startups, ce qui est très encourageant par rapport à une start-up qui est émergente et donc qui a aussi un fort potentiel d'aller de l'avant. Et surtout, ces startups qui sont vraiment, c'est-à-dire boostées, encouragées, sont généralement des startups là où les jeunes sont les initiateurs ou bien des femmes, d'accord? Parce que ces deux catégories, Oui, je pense que elles ont été un petit peu marginalisées les années passées, surtout dans l'entrepreneuriat. Maintenant, oui, elles reviennent en force. tout à fait. Elles reviennent en force parce qu'avant, on disait que les jeunes avaient moins d'expérience, ne pouvaient pas entreprendre, ne savaient pas entreprendre. Maintenant, c'est le contraire. Ben, on dit que les jeunes peuvent le faire, à condition qu'ils soient formés, qu'ils soient accompagnés, etc. Pour la femme, c'est la même chose. Donc, on disait que la femme ne pouvait pas entreprendre, ne pouvait pas, c'est-à-dire lancer une entreprise parce qu'elle a d'autres obligations, parce qu'il y a aussi un clivage derrière. Donc, et finalement, elle prouve dans ces années-là que vraiment, elle peut faire la chose à condition qu'on la laisse faire. D'accord? C'est surtout ça, qu'on la laisse faire. Mais même avec ça, elle est devenue audacieuse. Je vois que même si on ne la laisse pas, c'est-à-dire qu'elle fonce et qu'elle a vraiment, c'est-à-dire gagné de la confiance en elle-même qui lui a permis vraiment d'aller de l'avant. Donc voilà, vous-même, j'ai le plaisir de vous avoir, mesdames, tous dans l'entrepreneuriat, tous qui ont osé, tous avec, toutes avec c'est-à-dire le dynamisme, les compétences, etc. Donc, vous avez pu réussir là où beaucoup de femmes n'ont même pas essayé de réussir. D'accord? Même pas essayé. Donc là, sans attendre, sans être longue par rapport à l'audience, donc parce que je sais que chacune de vous, chacun des participants et participantes ont d'autres, c'est-à-dire d'autres choses à faire. Donc, je passe la parole directement à Madame Malek. Donc, c'est elle qui va nous lancer ce panel. Avec son dynamisme. Et là, vraiment, je le fais exprès, quelle que soit la première, parce que vraiment, c'est une leitmotiv. Et c'est ça qui fait Masha'Allah, avec son entreprise, elle a avancé sur plusieurs plans. Je Tfadli, le Madame Bellout. Bonsoir, bonsoir aux expertes qui me font l'honneur aujourd'hui d'être à mes côtés et merci à toi de me donner cette opportunité. Il est très difficile de reprendre la parole derrière toi, ma chère, parce que tu as tendance à mettre la barre un peu haut. Mais comme je suis sportive, je suis quelqu'un qui est assez souple et je sais m'accrocher aux barres hautes. Tu me donnes cette opportunité et je relève le défi justement d'ouvrir le bal concernant l'entrepreneuriat féminin. Et je vais avec un grand plaisir et avec une totale transparence partager avec vous et avec ton public et avec notre public qui nous fait aujourd'hui l'immense honneur et plaisir de nous consacrer de son temps et que je salue
et à qui je souhaite bientôt un très très bon Ramadan et à d'autres à travers le monde. Donc pour revenir à l'entrepreneuriat féminin, effectivement, je te rejoins sur le fait que ce concept-là de l'entrepreneuriat, qui au départ n'aurait pas dû souffrir de cette conception genrée, à savoir l'entrepreneuriat masculin ou l'entrepreneuriat féminin, on a été poussé justement par certaines pressions, certaines contraintes, voire certaines exclusions, à introduire et à imposer la notion d'entrepreneuriat féminin. Et cela n'a pas été une mission facile, mais cela a prouvé à autrui qu'effectivement, la femme, comme elle a toujours su faire durant l'histoire de l'humanité, pour ceux qui doutent ou pour ceux qui sont sceptiques, la femme a toujours été dans le business, dans le commerce, dans le conseil, dans le networking, etc., etc. Et à chaque période de l'humanité, elle a eu un titre, un statut, une mission et des réalisations. Que ces réalisations aient été médiatisées ou pas, là est une autre histoire. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a quelques années, on n'aurait pas imaginé que la femme revienne à la conquête du terrain de l'entrepreneuriat, que ce soit sur le continent africain, dans le Maghreb, dans le bassin méditerranéen ou même en Europe, parce que même dans les pays dits développés, la femme souffre encore du cliché ou de l'étiquette de dire non, la femme n'est pas prête pour l'entrepreneuriat, ou elle n'est pas faite pour, ou elle est moins performante pour certains dessus. Et puis les chiffres sont là. La majorité des entreprises aujourd'hui, quand on voit les statistiques des grandes entreprises, des grandes organisations internationales, comme l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, qui est présidée maintenant, et on se félicite par une femme, ou les statistiques du Fonds monétaire international, qui est présidé aussi par une femme, ou l'OCDE, on voit très bien que les statistiques démontrent justement que l'entrepreneuriat féminin est en train de gagner du terrain et est en train de prouver à ses détracteurs qu'au contraire, la femme a toute compétence dans ce qui est l'entrepreneuriat, la gestion d'entreprise, la gestion des affaires, etc., etc. Pour ce qui est, par exemple, de la femme maghrébine issue par exemple, d'Algérie, mais issue de la diaspora, on le voit très bien. Au jour d'aujourd'hui, et je vous parle d'une expérience personnelle, nous sommes très, très nombreuses à lancer nos propres entreprises en tant que businesswoman, et le networking fonctionne très bien. Est-ce que tout va bien? Non, le contexte est particulier depuis presque 2 ans, avec l'éruption du virus, les aléas, le manque de visibilité qu'on a subi, mais cela n'a entamé en rien notre volonté justement de continuer à relever les défis et à soulever les challenges quant à l'entrepreneuriat. Pour vous parler un petit peu, par exemple, de My Best Coaching, j'ai eu l'idée de fonder le cabinet de My Best Coaching en restant à l'écoute du marché et en répondant à un besoin simple. Au jour d'aujourd'hui, des hommes multipotentiels et des femmes multipotentielles, et là je ne hiérarchise pas, juste je fais honneur à notre ami Abdelaziz, vu qu'il est en minorité aujourd'hui parmi nous, ou du moins par le nombre, mais pas par sa présence, et je l'en remercie. Donc, aujourd'hui, les hommes multipotentiels et les femmes multipotentielles sont sur plusieurs fronts. Et ils sont demandeurs et elles sont demandeuses d'un accompagnement spécifique, tant sur le développement personnel concernant le mental, l'estime de soi, la confiance en soi, la résilience, que sur le développement professionnel, la progression de carrière. Et pour cela, j'ai répondu à cette demande en adaptant mes outils pour répondre au plus près justement à leurs attentes au niveau de l'entrepreneuriat et de l'accompagnement personnel. Et j'ai été vraiment agréablement surprise de voir combien de femmes chefs d'entreprise me sollicitaient pour l'accompagnement de carrière, c'est-à-dire travailler l'image, travailler la prise de parole, travailler le networking, le pitch, comment défendre son business plan devant les commanditaires ou devant ceux qui sont là pour provider des capitaux.
Et je dois dire qu'au bout de 2 ans de cette incroyable aventure, j'apprends toujours aux côtés de mes coachés parce que j'estime qu'un coach n'est pas déjà un thérapeute. Il est là justement pour accompagner la personne qui a l'intelligence de le solliciter. Il a une obligation de moyens, mais les résultats sont là pour prouver que, au-delà du chapeau de l'entrepreneuriat féminin, il est clair que le coaching en tant que tel, en tant que science, en tant qu'expertise, lorsqu'on est professionnel et certifié et qu'on accompagne des chefs d'entreprise, des entreprises ou de simples particuliers sur les thématiques du coaching professionnel et du développement personnel, les résultats sont là. On ne fait pas du standard, on ne fait pas du copier-coller, on fait du sur-mesure. Lorsqu'on vous écoute et lorsque ça se passe en ligne, on écoute vos attentes et vos besoins et on adapte la réponse et on vous apporte des outils adéquats. Au jour d'aujourd'hui, l'entrepreneuriat féminin est très porteur. Les années à venir, avec ou sans Covid-19, variant 20, 21, 22, cela ne va entamer en rien notre volonté de continuer à travailler ensemble et d'œuvrer pour promouvoir l'entrepreneuriat en général et l'entrepreneuriat féminin en particulier. Lorsque je dis entrepreneuriat féminin, je n'exclus en rien la gente masculine parce que il y a beaucoup d'hommes qui sont là pour nous soutenir et sans eux, on n'aurait pas réalisé ce qu'on réalise aujourd'hui. Je parle de mes partenaires, de mes clients, de mes étudiants, de mes enfants, des générations à venir et qui nous écoutent et qui nous suivent sur les réseaux sociaux comme sur LinkedIn, que je salue aussi. Mais sachez que vraiment, l'entrepreneuriat féminin a de très beaux jours devant lui. Encore faut-il qu'on reste solidaire, qu'on y croit et qu'on travaille justement sur le fait de le promouvoir avec les bonnes valeurs, les bons principes et surtout une éthique. J'espère avoir répondu, Djalila, dans un premier temps à ta question. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole en premier. Je ne veux pas monopoliser la parole parce que j'ai hâte d'écouter les autres experts qui nous font l'honneur aujourd'hui d'être présents et présentes. Je te remercie pour cette intervention qui est ciblée, d'accord? Donc, parlons peu et bien, c'est ça qui est le plus important, je pense. Absolument. Et justement, en organisant l'événement chez Intech Challenge, c'est justement pour dire à tout le monde que la femme est dans la technologie. Elle n'est pas out, elle n'est pas hors ça. Parce que à un moment donné, cette technologie, cette avancée, ce monde, cet écosystème entrepreneurial était plus, c'est-à-dire consacré et puis monopolisé par la gente masculine. Ça, c'est un constat, ce sont des analyses faites par les experts, c'est pas moi qui le dis. Donc actuellement, la donne change, l'écosystème change. Et actuellement, on voit tous que la femme ose plus dans ce Absolument. domaine-là. Et c'est pour ça que j'ai invité Madame Sarah ou Docteur Sarah Aït Hamou, qui est cofondatrice du premier incubateur féminin en Algérie et en Afrique. Donc, et dans ce contexte, c'est vraiment extraordinaire qu'elle ait eu cette idée d'incuber des femmes. Parce que généralement, on voit que les femmes osent plus quand elles sont avec des femmes. Et actuellement, on doit leur apprendre à oser plus quand elles sont avec des hommes. Pourquoi? Parce que c'est du business, parce que c'est un écosystème qu'il faut développer. Donc là, Madame Sarah, je vous présente à cette audience et je vous donne la parole. Merci. Oui. Merci beaucoup, Djelila, pour l'introduction et pour l'invitation aussi. J'en suis honorée. Donc, je me présente. Je suis donc Sarah Aït Hamou, docteur en sciences politiques et relations internationales et cofondatrice donc de l'incubateur Wombwork by the Annex DZ. Donc voilà, c'est un incubateur féminin qui a pour but d'encourager, de promouvoir et de soutenir l'entrepreneuriat féminin qui soit innovant ou à fort impact économique et social. Donc l'innovation, elle peut être aussi bien technologique
qu'en matière économique sociale. On n'est pas très focus uniquement sur les startups tech, c'est des startups aussi dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'environnement, qui peuvent avoir, qui, sans être dans la tech, peuvent avoir un fort impact économique et social, mais qui se trouvent être dans la tech, en tout cas pour les projets de cette première session que l'on a commencé en février dernier. Donc, je voulais rebondir sur vos propos de départ qui étaient que l'élan entrepreneurial des jeunes et des femmes était vraiment réel et présent et qu'il n'y a pas de marche arrière possible, je pense. C'est vraiment plus possible. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé cette année 2020 avec le Covid et les gens, je pense, ont eu le temps de réfléchir et de faire des introspections. Donc, il y a eu vraiment une dynamique réelle par rapport à l'entrepreneuriat féminin et on s'en réjouit vraiment parce qu'il était temps, en fait, que les femmes prennent ce pouvoir-là. Et ce pouvoir d'entreprendre, de créer leurs propres opportunités, leur propre business. Et c'est vrai que le constat, en fait, que l'on a fait, c'était vraiment le manque de formation, d'accompagnement et de financement de ce type de projet porté par les femmes. Et surtout aussi les freins qu'on a remarqués qui étaient nombreux. Et c'est pour ça vraiment qu'on a constitué l'incubateur pour vraiment mettre en place tout un écosystème dans lequel les femmes seraient à l'aise pour justement entreprendre et se lancer tout simplement. Donc, et quand je parle de freins, donc ils peuvent être vraiment socioculturels, absence un peu de rôle modèle en matière de femmes. Il n'y a pas assez de femmes entrepreneurs en Algérie qui donneraient un peu l'exemplarité. C'est pour ça qu'il est important de les encourager à entreprendre et à vraiment avoir beaucoup plus de femmes exemples dans ce domaine-là. L'accès au financement aussi qui peut être un frein. Donc vraiment, nous, on met en place tout un écosystème qui permet non seulement la formation, l'accompagnement, mais aussi l'investissement. Donc, nous, on investit dans l'entrepreneuriat féminin, dans ces projets-là. On a aussi formé un club de business angels au féminin aussi. Donc, il s'appelle le Nisa Business Angels, qui est présidé donc par Leila Akli, qui est une entrepreneure à succès en Algérie et qui veut vraiment investir dans la femme algérienne. Et il n'y a pas que elle, il y a plein d'autres femmes qui nous ont rejoints et qui font partie de la diaspora ou d'Algérie. Donc, c'est vraiment les deux. Et il y a aussi des hommes, il ne faut pas croire, il y a des hommes qui veulent vraiment investir dans la femme algérienne. Donc, on est vraiment ravis de cette dynamique-là et de proposer donc tout ça, aussi bien l'accompagnement, la formation que l'investissement pour justement accompagner la femme et l'entourer. Et je dirais même plus parce que quand je parle d'écosystème, il y a aussi tout un réseau de partenaires, de business. On sait que le networking est très important en matière de business et c'est là où ça constitue aussi un frein pour la femme parce qu'on sait très bien que la femme réseaute moins que l'homme. L'homme, quand il sort du boulot, il va au café, il va voir ses amis, donc ça crée forcément des opportunités, ça crée du lien, ça crée du réseau. La femme ne fait pas ça. C'est pour ça que quand on est dans un écosystème comme celui qu'on a mis en place, le réseau est vraiment très important. Donc, on l'a compris dès le départ et on l'a mis en avant. Donc, voilà, grosso modo, ce qu'on fait aujourd'hui. Et on est vraiment très contente que ça ait reçu vraiment un écho très favorable en Algérie et même partout dans la région et aussi en Europe, parce qu'on a des partenaires assez privilégiés. Et j'espère vraiment qu'on pourra faire tous de très belles choses ensemble, notamment avec She's in Tech. On pourra vraiment incuber les lauréates et aller de l'avant tous ensemble. Voilà. Eh bien, merci. Et justement, on compte sur vous par rapport à cette finalité qui sera vraiment une opportunité pour les femmes algériennes, les jeunes algériennes aussi, qui, à un moment donné, n'avaient pas assez, c'est-à-dire d'accompagnement, je dirais, parce que, et même quand elles voulaient être accompagnées, elles croyaient que être accompagnée par une femme, c'est plus important parce qu'une femme comprend la femme plus. Donc, cette idée Tout à fait. Tout à fait. le empowerment de la femme par la femme, donc c'est là que ça a créé vraiment, c'est-à-dire une demande et là un besoin. Donc, actuellement, votre incubateur
est là pour, c'est-à-dire combler ce besoin, et c'est extraordinaire. Là, je pense aussi à des entreprises qui sont un petit peu dans des secteurs rares par rapport aux femmes. Et là, je reviens à Madame Fournier, Myriam Kassimi, qui a osé fonder une entreprise dans l'énergie, ce qui est vraiment très, très rare, d'accord? Parce que on voit que les femmes Tout à vont fait. vers les produits pharmaceutiques, vers les produits de beauté, vers voilà, oser vraiment dans un secteur d'énergie, et oser dans un secteur d'énergie, ce n'est pas facile, mais c'est aussi, c'est-à-dire, il faut vraiment oser. Madame Myriam, je vous invite à parler. Voilà, très bien. Alors, dites-nous, quel est Alors, qu'est-ce qui a fait déclencher cette lueur, cette flamme d'entreprendre dans l'énergie? Tu nous entends, Myriam? Je pense qu'il y a un problème de connectivité. Alors, est-ce que tu nous entends, Myriam? la folie. C'est si vous m'entendez, ou sinon je vais monter à l'étage. Alors, Là, on t'entend. voilà. D'accord. OK. Ok, je vous laisse claquer la porte, mais il faut Euh, que je Si, Alors, je vous remercie pour cette invitation, Djalila. Je te remercie. c'est moi. J'ai effectivement été ravie de te présenter rapidement, Sarah. Et du coup, Bam Bam, elle a été réactive et elle est là parce que l'entrepreneuriat féminin en Algérie est vraiment un sujet majeur pour pouvoir avoir enfin une Algérie qui avance et qui est dans la cour des grands et du monde. C'est malheureux, mais en même temps, je suis très optimiste. Quand je vois des dames de l'extérieur, en diaspora ou locale, quand je vois ce que Sarah va apporter et quand je vois ce que vous et nous sommes en train de faire, je suis très optimiste. Mais ce sont les femmes, entrepreneurs, associatives, politiques, chercheurs, scientifiques, qui feront avancer, avec les hommes bien sûr, mais là, ce n'est pas le sujet, qui feront avancer ce pays. On vous a laissé un monde pendant 2 ou 3 millénaires, comme ça, donc il est temps qu'on se prenne en charge. Oui, ils vont... non mais ils vont dire ok, on est dernier dans tous les classements, on a un potentiel incroyable, on a toutes les ressources, on est au paradis. Dans le désert, il y a des dattes qui poussent, il y a des cerises, il y a des mangues, on a de l'huile, on a de l'énergie, on a toutes les ressources rares et on plafonne à 90 milliards de dollars en PIB alors qu'on a de la valeur intrinsèque, on a du cerveau et on est capable. Pourquoi je pense que c'est l'entrepreneuriat féminin, et je rejoins un peu ce que disait Sarah, même si je fais très attention à rester malgré tout sur nos gardes, eh bien, quand c'est une femme qui crée une entreprise ou qui crée une association, elle sert en général sa communauté. Et donc, elle répond à des besoins locaux, c'est-à-dire manger, boire, se loger, de l'énergie, de la santé, donc tous les besoins primaires. Et pour prendre soin de l'Algérie, nous avons besoin de cette force vive qui, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, monsieur, qui nous a quittés depuis, on a trop avancé, mais on a beaucoup régressé. Il n'est pas la peine de refaire dans l'histoire de l'Algérie toutes les fois où les femmes ont servi l'Algérie. Donc, pendant les guerres, pendant l'indépendance, au niveau de la famille, au niveau de la société, au niveau de la culture. Mais moi, je constate, et c'est que mon avis, c'est que ça régresse plutôt. Quand ça régresse, ça veut dire que ça ne progresse pas. On est encore en train de se faire violenter
que ce soit verbalement ou physiquement. On est encore en train de trouver ça normal. Et pire, on est encore en train de dire c'est de la faute de la femme. Pourquoi elle s'est habillée comme ça? Pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle a pris la parole? Et le problème des femmes algériennes, ce sont d'abord les femmes algériennes. Donc la solution, c'est nous. Nous-mêmes avec nous-mêmes. J'en suis intimement convaincue. Et par ailleurs, quand on est en woman empowerment, ça veut dire le renforcement des femmes. Eh bien, c'est ça, c'est ce que vous êtes en train, c'est ce que tu es en train de faire, Jalila, c'est ce que tu fais, Malek, c'est ce que tu fais, Sarah. Et mesdames, je ne vous connais pas encore, mais le empowerment, c'est se renforcer. Donc, je t'aide, tu m'aides, je te donne une courte échelle, tu me mets une courte échelle, je te donne un contrat, je te donne un contact. Et ça, nous, les femmes, on est dans ce modèle-là, mais pas dans le business. Et dans le business, on doit le structurer et on doit le faire. Donc, je dois aider un tel, je dois aider un tel, si elle a besoin d'un contact, si je lui donne mon réseau, peu importe. Et on n'ose pas demander. Or, c'est ça qui va nous sauver. Oui. Et une femme va aider une autre femme qui va en aider une autre. On a passé notre vie à nous pourrir, à nous critiquer, à regarder comment elle est habillée, qu'est-ce qu'elle a fait. Elle est voilée, pas voilée, elle a des diplômes, pas des diplômes, elle est mariée, elle est diplômée. On s'en fout. On est là pour faire avancer chacun dans nos valeurs. Et c'est ce qui, moi, c'est cette folie qui me porte aujourd'hui et qui fait que même hier tard, j'étais prête à intervenir aujourd'hui parce qu'on a besoin de continuer à sensibiliser sur ce sujet parce que non, ce n'est pas gagné. Et oui, je considère que selon certains benchmarks, la position de la femme dans mon pays a régressé. Et si on n'y fait pas attention et que nous, on nous... Mais je voulais parler de ça d'abord, ma connexion. On a aujourd'hui dans le secteur de l'énergie, très régulièrement, on est un métier d'ingénieur et on me dit, il est où le directeur? On a le modèle. L'ingénieur. Ça, c'est les problèmes des hommes dans leurs croyances limitatives. Oui, c'est comme le woman in tech, c'est pas possible, c'est pas possible. Et les hommes nous disent, mais c'est parce qu'il n'y a pas de femmes ingénieurs. Il y a plein de femmes ingénieurs, les dernières statistiques l'ont dit, mais on a nos propres croyances. Donc, je suis dans l'énergie, on fait des choses innovantes, on a gagné des prix, et on est très en avance, on est unique sur notre modèle et on est différenciant, mais parce qu'on y croit. Et par ailleurs, c'est dirigé. Il se trouve que c'est dirigé par une femme avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de passion. Mais le sujet que je voulais passer, messieurs, on a besoin de vous, vous nous soutenez, vous nous supportez et merci. Mais le féminisme algérien et le problème du féminisme algérien et de l'émancipation de la femme algérienne, c'est d'abord la femme, c'est d'abord nous, notre propre problème. On a nos croyances, on pense que ce n'est pas possible, on a honte, on a nos traditions, nos cultures, nos tantes, nos mères. Ok, maintenant on est en 2021, il y a beaucoup de signaux, mais moi ce que je vois aussi, c'est que les femmes continuent de se dire entre elles, des études, du sport, occupe-toi de ton frère, occupe-toi de ton cousin, ça, c'est ça qui nous tue au quotidien et qui nous tue. Vous avez vu, malheureusement, cette gamine qui s'est faite violenter, et qui a scandalisé l'opinion publique l'année dernière, sauf qu'il n'y a rien qui a changé depuis. On a marché, on a crié, on a signé, mais non, c'est encore possible parce que les mères derrière, les tantes derrière, les femmes du quartier derrière, elles disaient « Oui, mais tu as vu comment elle s'habille ?» Oui, non. Le problème, c'est qu'un homme n'aurait pas dû toucher à son corps et qu'on ne dispose pas de son corps. Et quand on nous rappelle on doit s'habiller comme ça ou on doit s'habiller comme ça veut dire que la femme ne dispose pas de son corps. Et ça, c'est mon combat. C'est mes deux combats avec beaucoup de passion parce que je suis intimement convaincue qu'il faut qu'on nous-mêmes, on sorte de ces schémas. J'ai une fille, j'ai une mère, j'ai des sœurs, j'ai des cousines et je le vois trop souvent. Et on est capable. Dans les études, on est quasiment au même niveau, si ce n'est pas supérieur parfois. On est multitask, on s'occupe des enfants, on fait 17 heures par jour, on doit avoir le sourire, on doit s'habiller, etc. On est largement capable et il ne faut pas qu'on attende qu'on nous donne le pouvoir, il faut qu'on aille le chercher. Exact. Très, très bien
Très bonne fin par rapport à cette intervention parce que c'est là où, en organisant, je reviens toujours à l'organisation de l'événement, on est allé chercher, c'est-à-dire à faire cet événement et pour vous dire, alors Myriam, dès le départ, beaucoup de gens nous ont dit, moi-même, ils m'ont dit parce que je suis une femme, parce que je dirige, ma start-up Nafsia Tech qui organise, cet événement, donc ce n'est pas possible. Vous n'avez pas la carrure qu'il faut, vous n'avez pas les moyens qu'il faut. Vous n'avez pas ça et ça et ça. Donc, vous ne pouvez pas prendre en charge un grand événement, d'autant plus qu'il est parrainé par un ministère. Ben, j'ai dit, ben, en osant, on pourra, tout simplement. Et là, je vais mettre, c'est-à-dire un lien avec ce que tu viens de dire, Myriam, par rapport aux statistiques pour les ingénieurs. Alors, je ne sais pas si vous savez que les dernières statistiques en Algérie font qu'ils ont dévoilé qu'il y a plus de diplômés ingénieurs femmes que d'hommes. D'accord? Ça, ce sont les dernières statistiques de cette année-là. Pour le fait que la femme n'ose pas, c'est vrai qu'elle n'ose pas. Et là, un petit exemple, il y a eu aussi une étude internationale là où on a vu que les femmes n'osaient pas, par exemple, dans une soirée gala, soirée professionnelle, etc., dans les événements, c'est-à-dire des colloques, etc., elles n'osaient pas remettre leur carte, c'est-à-dire de visite. Donc, ce fait de proposer leur service, ben, c'était très difficile pour elles de faire la chose. Et on a commencé à la former juste pour c'est-à-dire ce geste d'aller vers l'avant. Pourquoi l'homme distribue ses cartes de visite et a plus de chances d'avoir du business et la femme non? D'accord? Elle peut donner sa carte de visite à une femme, mais pas à un homme. Donc là, il faut vraiment changer cette manière de faire chez les femmes. Et puis, bien sûr, avec l'événement chez Intech Challenge, donc, entre autres, on a choisi, c'est-à-dire 6 thématiques, dont l'énergie. Donc, je les rappelle, donc on a l'énergie tech, on a la fintech et insurtech, donc l'assurance, on a le transport tech, on a aussi la culture tech, donc qui vient d'émerger. On a aussi la santé et la santé mentale tech, donc la santé mentale parce que pourquoi elle a été un petit peu marginalisée par rapport à d'autres services, d'autres disciplines. Et moi-même, étant cyberpsychologue et ma start-up étant aussi dédiée surtout à la santé mentale, mais pas que. Donc, il y a aussi l'entrepreneuriat qu'elle prend en charge, d'autant plus que, par exemple, pour l'accompagnement des start-upers, les accompagnements, c'est-à-dire sur le bien-être c'est-à-dire des start-upers et comment entreprendre sans aller vers le stress, parce que vous savez très bien qu'entreprendre génère beaucoup, beaucoup de stress, d'anxiété. Vous venez de dire qu'il y a même de la violence. On est violenté par rapport à plusieurs situations. Donc là, il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement aussi psychologique, pas seulement un accompagnement dans le management des projets, etc. Dans le technique, c'est extraordinaire, mais il faut aller sur les deux pieds. Donc, l'accompagnement technique et l'accompagnement aussi psychologique. Et là, je reviens vers Dr. Radia Benalia, qui est au Canada, qui est aussi cofondatrice d'une entreprise et qui a fait beaucoup, beaucoup de formations c'est-à-dire dans ce contexte, à des femmes et à des hommes. Donc, Radia, ben, Oui, merci, je vous docteur invite. Harris. Voilà, J'ai un peu de souci de connexion. Je vais utiliser pas de le problème. micro sans caméra. Bonsoir, merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait toujours plaisir de recevoir un coup de fil, un appel de docteur Harry qui dit voilà, il y a un événement, il y a quelque chose. Et j'ai déjà. Alors, vous avez
Malak, elle a utilisé l'expression la barre est déjà haute. Il y a une expression un peu similaire en anglais qui dit I have some big shoes to fill. Donc, c'est ça en fait ce qui se passe ici. Et j'ai beaucoup appris déjà d'autres intervenantes. Moi, j'aimerais un peu parler dans le contexte de mon expérience que j'ai fait déjà, mais un petit peu différemment. Alors, pas seulement parce que je suis une femme, mais à cause de mon parcours, comme j'ai émigré au Canada quand j'avais 19 ans. J'ai toujours eu vous savez, il y a une expression aussi, j'aime bien utiliser les expressions anglophones qui dit if they don't give you a seat at the table, bring a folding chair. Donc, si vous ne donnez pas une chaise ou une place à la table des grands, disons, ramenez votre chaise pliante. Donc, c'est ce que j'ai fait très souvent. J'ai ramené ma chaise pliante partout. Donc, j'ai été candidate aux élections dans le Parlement pour la Colombie-Britannique en 2009. Ça a créé beaucoup de discussions, de débats, etc. Je l'ai fait avec un parti conservateur canadien, tout en étant déjà une femme africaine, musulmane qui porte le voile, etc. Je suis allée en rencontre, contre-courant très, très souvent, mais ça m'a beaucoup appris. Ça m'a permis de beaucoup me développer. En fait, une des choses que j'ai appris quand on travaille dans n'importe quel marché, même canadien, hein, même nord-américain, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de parti pris vers la femme. Hein. Que ce soit en Algérie, que ce soit ailleurs, ça existe en fait. Et déjà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'organismes qui veulent pousser vers des quotas, etc. Donc, quelque chose que j'ai appris, c'est que, eh bien, que le meilleur gagne. Ce que je voudrais voir, c'est la méritocratie partout, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Je voudrais qu'on soit peut-être des sources d'inspiration pour de plus jeunes femmes et de plus jeunes hommes pour qu'ils voient que je peux faire ça. I can do it too. Hein, si je suis algérien, même j'ai pas allé dans les bateaux de la mort ou pour aller me sauver, aller vivre dans un autre pays pour réussir quelque chose. Surtout maintenant, surtout c'est une grande opportunité malgré la crise, malgré la crise de Covid. Avec toute crise, bien sûr, viennent beaucoup d'opportunités. Et heureusement que le monde, d'un côté, bien sûr, le contact humain nous manque, mais il y a beaucoup, beaucoup plus d'opportunités virtuelles. C'est même plus la peine de se déplacer vers un autre pays pour remplir certains rôles. Il y a vraiment un très grand changement qui se passe dans le recrutement, dans l'entrepreneuriat, etc. Et ça, je pense que c'est une opportunité immense. Alors, ce dont je voudrais parler aussi, c'est que, et ce que je dis souvent, c'est que moi, je ne suis pas venue faire concurrence aux hommes. Ce n'est pas ça mon objectif du tout. D'accord? Mon objectif, c'est de réussir ce que je fais, d'apprendre des autres, que ce soit des femmes ou des hommes, et aussi d'avoir ma chaise pliante ou ma chaise non pliante partout dans tous les événements parce que j'ai travaillé dur pour cela. Donc, c'est ça que je voudrais que d'autres jeunes femmes et d'autres jeunes Algériens voient. Parce que, en fait, si on veut parler d'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, je le répète, est une attitude, c'est lifestyle. C'est pas seulement d'avoir une compagnie ou donc beaucoup de mères à la maison sont des entrepreneuses, n'est-ce pas? Mais le truc, c'est vraiment de se dire, voilà, on a des problèmes, moi, je peux en résoudre. Et quel problème je peux résoudre avec mes compétences, avec mon intelligence émotionnelle, avec mon historique, avec les intervenantes aussi parler du networking, du réseautage, qui effectivement est super, super important. Donc, l'opportunité est immense.
Le truc, c'est que, comme disait Myriam, en fait, quelquefois, c'est les femmes qui sont dures avec d'autres femmes. Hein. C'est pas toujours les hommes. En fait, si vous vous rappelez, je vous ai dit l'autre fois, j'ai été très agréablement surprise en Algérie. J'ai donné beaucoup de formations à des groupes qui étaient des hommes en majorité. Et même, il y avait des groupes où la seule femme qui était présente, c'était moi, la formatrice. Ils n'avaient même pas remarqué, en fait. Ils étaient tellement immergés dans le contenu de la formation, etc. Donc, on a quand même beaucoup d'opportunités en Algérie. Il y a aussi de la toxicité, c'est sûr. Il y a la bureaucratie, il y a aussi euh, certains partis pris, etc. Il y a toujours there's this quote of Anne Bradford, d'ailleurs je l'avais mis dans ma signature avant dans mon mail, c'est "Tell the negative committee that meets inside your head to sit down and shut up." Donc, en plus de ramener une chaise pliante partout où on va, même si on n'a pas sa place à la table des grands, on se fait sa place nous-mêmes, c'est de faire taire toutes les personnes toxiques, toutes les idées toxiques qu'on pourrait avoir aussi. Alors, on parle de social distancing avec le COVID. Moi, j'aime bien parler aussi du social distancing envers les gens ou les humeurs ou les courants qui peuvent être très toxiques. Parce que l'entrepreneur a besoin de beaucoup de persévérance. C'est fou, hein, les challenges qu'elle peut avoir. C'est fou les défis, les complications. Moi, j'en ai eu ma part, surtout en Algérie, à cause de la bureaucratie particulièrement. Mais après, une fois qu'on surmonte, c'est très beau. L'autre côté, c'est comme arriver au pic de la montagne et puis de voir de haut et de dire, ah voilà, je suis là maintenant et j'ai cette vue magnifique de l'Algérie. Et c'est vrai que c'est un pays magnifique. Il y a beaucoup de talent. J'ai remarqué, il y a beaucoup, beaucoup de talent, beaucoup de diversité en matière de compétences, en matière d'ambition aussi. Hein. Je vois, il y a des jeunes qui vraiment qui ont des idées surprenantes. Alors, ce que je voudrais faire, surtout, plus que réussir, bon, c'est sûr que ça, c'est important, ma propre boîte, disons, c'est d'inspirer d'autres personnes. Parce que c'est là que vraiment, on sent qu'on a réussi. C'est cette impact sur d'autres personnes. OK, j'ai créé un changement qui est très, très, très important parce que ça va d'une génération à l'autre, ça va d'un groupe à l'autre. It's a legacy. Donc, for me, entrepreneurship is really a legacy. Oui, je reprends le commentaire de notre participante. Elle dit, je partage entièrement. Parfois, ce sont les femmes qui se montrent dures. En effet, oui. Et ce n'est pas seulement dans notre communauté ou là, dans notre société qu'il y a des partis pris contre la femme. Pas du tout. Hein, pas du tout. Moi, j'ai travaillé beaucoup en Amérique du Nord, j'ai travaillé au Moyen-Orient, j'ai travaillé en Asie. Donc, les partis pris, il peut y en avoir partout. Le truc, c'est de ne pas se voir comme victime. Ça, c'est très important, je trouve. C'est de penser et d'adresser des défis et des problèmes en professionnel et de se dire, eh bien, que le meilleur ou que la meilleure gagne, comment je vais gagner et comment je vais inspirer d'autres pour qu'eux et elles gagnent aussi parce que parce que je veux qu'ils réussissent et je veux qu'ils surmontent les difficultés qu'ils ont parce que je sais qu'ils sont très talentueux. Quand je vais en Algérie, je parle à certains gens et je m'assois, j'ai des conversations avec certaines personnes et tout. Vraiment, quelquefois, je suis bouche bée devant leurs ambitions, leurs idées, etc. Alors, pas de concurrence, mais beaucoup, beaucoup de bonne volonté, beaucoup de bonnes intentions et voilà, que le ou la meilleure gagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Radia, pour cette intervention. Et justement, She's in Tech Challenge, c'est-à-dire invite les porteuses d'idées, les porteuses de projets
c'est-à-dire s'inscrire dans le site web dédié à ça, donc chez Tech Challenge, que je donnerai, enfin que je suis en train de partager sur les réseaux sociaux. Et justement, c'est une opportunité pour elles, une opportunité pour celles même qui sont, c'est-à-dire c'est-à-dire un contexte qu'on croit non technologique, par exemple les femmes rurales, donc qui ont beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées parce qu'elles sont dans le besoin, donc elles créent c'est-à-dire des opportunités, mais malheureusement, elles manquent de technicité, elles manquent d'accompagnement dans le technique. Et c'est là où par exemple, j'invite l'incubateur Women Work, donc d'aller aussi vers cette catégorie, parce que c'est là où il y a le besoin et c'est là où il y a des idées. Il faut juste du technique qui va accompagner, c'est-à-dire ces femmes-là. Par rapport, il y a aussi une analyse. Je ne sais pas si vous partagez cet avis professionnel, là où on dit que les femmes gèrent mieux une entreprise que les hommes. Bon, là, je ne suis pas en train c'est-à-dire de dire, c'est-à-dire ou d'avancer quelque chose venant de moi, mais c'est aussi une étude qui veut que la femme dirige une entreprise, dirige son équipe en utilisant son intelligence émotionnelle, utilisant son empathie, dirige comme si elle dirigeait sa propre maison. Donc là, je reviens à ce contexte qui est vraiment très spécifique à la femme. Je donne parole à Madame Malek parce que Malek, c'est-à-dire, je sais très bien qu'elle sait parler de ce contexte-là. Vas-y, Malek. Oui, merci, merci Jalila. En fait, je vais vous partager, si vous me le permettez, aussi une expérience professionnelle où j'ai eu à accompagner justement en Tunisie des femmes qui étaient dans la ruralité, dans tout ce qui est entrepreneuriat dans le cadre de création de coopératives, en faisant la promotion de produits locaux qu'elles produisaient elles-mêmes. La région de Béja qui est connue pour avoir une terre exceptionnellement fertile et les femmes dans cette zone sont des femmes qui sont vraiment exceptionnelles par leur volonté. Ces femmes-là ont été pendant longtemps, et je pense qu'elles le sont toujours, parce que depuis l'éruption du Covid-19, malheureusement, nous n'avons pas d'informations de la part de nos partenaires, mais à l'époque, il y avait un gros soutien de la GIZ au niveau de la Tunisie qui déployait là-bas un programme que j'ai découvert et qui est le programme Bus 1, Bus 2, et qui montrait justement à ces femmes comment, à partir d'un petit capital, monter son business, être autonome financièrement, gérer ses stocks, investir, négocier des taux de crédit, etc., etc. Je sais que la GIZ aussi est déployée dans notre pays, en Algérie, et je pense aussi au Royaume du Maroc, si je ne m'abuse, et je salue les femmes du Maghreb, tant en Tunisie qu'au Royaume du Maroc. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, sur la ruralité, nous avons un vivier d'énergie entrepreneuriale typiquement féminine qui est extraordinaire. Pourquoi ? Ces femmes-là ont su dépasser des obstacles de l'environnement. Un environnement qui, par définition, est hostile à l'homme. Pas toujours les routes qu'il faut, pas toujours l'électricité, pas toujours l'eau. N'ayons pas peur d'appeler un chat un chat. Est-ce que c'est honteux ? Non. Non, pas du tout. Je ne pense pas. Au contraire, moi, je trouve dans cette difficulté, et je pense que tu seras d'accord avec moi, ma chère Jalila, c'est que là où il y a de la difficulté, il y a de l'innovation, il y a de l'imagination. Et donc,
c'est l'ingéniosité de ces femmes lorsqu'on les accompagne dans le montage de leur projet professionnel, c'est le fait qu'elles voient dans chaque thématique une opportunité, inverser justement le schéma pour dire de cette difficulté, je dois trouver une solution. Pourquoi on l'appelle problème? Parce que d'emblée, il va appeler de notre part un questionnement, et ce questionnement, si on établit une mind map en mettant au centre de cette mind map la question à laquelle je souhaite répondre, c'est-à-dire comment monter mon business, comment mon business va répondre à un vrai besoin. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas le transport qui vient tout le temps à moi. Je cultive un petit lopin de terre d'où je sors des fruits et légumes extraordinaires. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Juste transporter sur mon dos les fruits et légumes et partir au marché, me battre pour qu'un revendeur puisse exploiter et prendre la plus grosse partie de ma production? Non. Quand nous avons accompagné ces dames, nous leur avons montré comment aller au-delà justement du déplacement d'un point A à un point B, mais comment optimiser leur capacité managériale, avoir ce lopin de terre, certes, il est petit. Avec les techniques que je suis en train de prendre, je peux optimiser et grandir sa production avec la même superficie, mais aussi il y a le fait de transformer mon produit pour lui rajouter, pour vraiment lui apporter une valeur ajoutée. Donc, ces fruits et légumes, comment me distinguer des autres vendeurs avec un package? Comment lui donner un nom? Comment créer mes petites étiquettes avec mes petits moyens? Les fruits et légumes, si ce n'est pas la saison, comment les vendre en conserve, en confiture, du miel, des produits de beauté. À l'époque, je me rappelle avoir été membre du jury lors du festival de l'artisanat à Tunis, et j'ai découvert des produits de beauté à base de lait d'ânesse, à base vraiment de plantes locales, et beaucoup de multinationales étrangères qui venaient s'intéresser énormément tant aux richesses terrestres qu'aux richesses souterraines des pays du Maghreb, aux porteurs de projets. Et c'est là où les femmes de notre région ont besoin de notre accompagnement. Lorsqu'une multinationale s'intéresse à votre produit, vous devriez être armé justement pour négocier, pour faire face aux premières propositions, pour connaître votre produit sur le bout des doigts, pour ne pas vous faire avoir. Parce que dans le commerce, nous ne sommes pas dans le monde de bisounours. Il faut qu'on arrête de dire qu'on est sur un nuage, je vends pour une multinationale. Non, vous êtes sur un terrain de jeu qui peut s'avérer être très complexe, pour ne pas dire un autre conflictuel, et ne pas faire peur aux jeunes porteuses de projets. Que vous soyez dans l'agriculture, qui est la base de nos besoins primaires, si on revient au schéma de la pyramide de Maslow, ou que vous soyez au jour d'aujourd'hui pionnière comme le docteur Jalila, Nafsiyatek, la haute technologie, l'accompagnement psychologique, peu importe. Vous avez un savoir-faire entre les mains qui vaut de l'or. Et en fait, tout ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec l'accompagnement, avec les initiatives comme Nafsiyatek ou les autres experts qui nous font l'honneur aujourd'hui d'être ici, de créer autour justement de votre travail un diamant brut, de le mettre dans un écrin qui est en adéquation avec sa véritable valeur, pour que personne ne puisse se permettre de le déprécier, de le dévaloriser, pour que vous-même, vous sachiez comment l'exploiter localement, communiquer autour de lui nationalement, et aussi comment l'exporter à l'international. Les autres multinationales ou les autres porteuses de projets en Europe ou dans les pays dits développés n'est pas meilleur que vous. Vous avez la même constitution physique, vous avez le même cerveau, vous avez peut-être plus de volonté par manque de moyens. N'oubliez pas, j'appelle toujours les femmes que j'accompagne, les porteuses de projets, les multipotentiels, je les appelle toujours, nous sommes des guerrières. N'oubliez pas votre premier ADN.
nous sommes des guerrières. Il n'y a rien de violent dans ce que je viens de dire. Lorsque je dis que nous sommes des guerrières, nous avons cet ADN, cette histoire, ce legs historique de nos pères, de nos terres, qui fait que on a toujours bien réussi en ayant le système D. On n'a pas eu toujours le bon débit Internet, on n'a pas eu les MacBooks d'aujourd'hui, et pourtant, on a passé de longues heures à la bougie, à la Bibliothèque nationale, à la simple lampe dans la cité universitaire, le ventre vide, mais on était là pour dire, je représente qui? Dans 2 ans, je me vois où? Qu'est-ce que je dois rendre à ma famille, à mon pays? Comment moi, je vais me réaliser en tant que femme. À l'époque, on ne parlait pas de businesswoman. À l'époque, on disait comment je vais me réaliser en tant que femme. Et bien, la femme, c'est ça. C'est ce multipotentiel qui fait que elle est businesswoman, elle est fille de son père, elle est sœur de son frère, elle est l'épouse, elle est l'amie, elle est la mère, elle est tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on est des Wonder Woman? Lorsque vous regardez un petit peu nos agendas, j'ose un peu vous dire que nos agendas ne sont pas des agendas de ministres parce qu'il n'y a pas toujours le salaire qui va avec, mais il y a forcément un super pouvoir de Wonder Woman qui se cache derrière. Parce que si vous nous voyez dans nos cuisines, on est en train de touiller les pâtes, de répondre à un SMS et de préparer le webinaire d'après. Et ça, Jalila, elle sait de quoi elle parle. On est tentaculaire. Les gens pensent qu'il y a beaucoup de monde dans cette tête et je leur dis oui, il y a beaucoup de monde dans cette tête et c'est ce qui fait que la femme est un être exceptionnel, porteuse de vie, elle donne la vie, elle prospère sur ce terrain. L'entrepreneuriat, c'est la vie, la femme, c'est la vie. Vous voyez un petit peu le point de jonction. Donc, il faut continuer justement à être… C'est votre présence en tant que chef d'entreprise. Osez, soyez audacieuse, entourez-vous des bonnes personnes. Allez là où vous n'êtes pas attendu. On dit toujours « give more than we expected for ». On attend de vous que vous donniez 5, donnez 6. Montrez que vous êtes trustable. On peut compter sur vous et vous allez voir après le résultat. Lorsque vous investissez sur vous, vous êtes votre meilleur investissement. N'oubliez pas, you are the best, you deserve the best. Excellent, Masha'Allah, Madame Malak. C'est pour ça que un incubateur comme celui de Dr Saad, d'autres incubateurs ont besoin de vous parce que en les accompagnant justement, c'est cette flamme-là que vous pouvez leur transmettre que parfois, c'est-à-dire ils ne croient pas à leur flamme. Ils ont besoin d'une autre pour un petit peu rallumer, c'est-à-dire la leur. Donc, mais juste, il y a un bémol là où ce matin, je viens de lire dans un article en préparant le panel, donc que les femmes, c'est-à-dire en entreprenant, n'osent pas lever des fonds. Elles font ça, elles entreprennent avec leurs économies. Elles peuvent voir leurs proches, etc. Donc, mais elles n'osent pas lever des fonds. Alors, pourquoi justement ce bémol par rapport à l'entrepreneuriat? Eh bien, ce bémol, ma chère Jalila, trouve ses racines malheureusement dans le cercle fermé de la finance classique. C'est que dans nos pays, c'est une culture. La banque, apparemment, fait plus confiance à quelqu'un qui vient demander des fonds lorsqu'il a une moustache ou une barbe mal rasée parce qu'on se dit, eh bien, lui, il ne va pas tomber enceinte, il ne va pas être arrêté par une maladie, par une grippe, alors que la femme est un petit peu chochotte, elle est fragile. Et pourtant, lorsque vous lisez les rapports de tout temps de l'ANSEJ, de la CNAC, de toutes les institutions financières aujourd'hui, si je ne prends que l'Algérie comme exemple, mais je pourrais vous donner des exemples à l'international, les mauvais payeurs ne sont sûrement pas les femmes. Celles qui ont toujours honoré leurs dettes, ce sont les femmes. Lorsque vous reprenez le business model historique africain, les premiers cercles financiers qu'on appelle les comptines ont été vraiment créés par des femmes où on mettait en commun chaque mois une petite somme et ça tournait
Et cette vision pyramidale financière a toujours cours au jour d'aujourd'hui et un succès phénoménal. D'ailleurs, les business angels se sont inspirés fortement de ce modèle et au jour d'aujourd'hui, les banques, voyant les difficultés qu'elles ont avec la junte masculine, que je ne pointe pas du doigt, c'est juste un constat par rapport justement à des statistiques, elles reviennent en force en train de faire les yeux doux et en train de draguer les femmes chefs d'entreprise pour leur prêter des fonds parce qu'on va très bien, comme tu le disais si bien tout à l'heure, la femme part avec une vision sur son entreprise comme comme si elle était en train de gérer sa propre famille. Qu'est-ce qui la motive chaque matin? Le fait de préserver cette petite famille professionnelle, principe de précaution oblige, la femme de tout temps, lorsqu'on était dans les anciens principes d'éducation, on disait bonne épouse, bonne trésorière. Bonne trésorière à l'époque où on le disait dans les années 50 et dans les années 40, c'est que nous, on est assimilé à une fourmi qui travaille beaucoup, une abeille qui met beaucoup de côté. Nous n'avons jamais été assimilés à la cigale. Ne me dites pas que je suis en train de sous-entendre que l'homme est une cigale, non. C'est juste que je dis que ça a été même découvert dans les études de marketing des grandes institutions financières. Les femmes sont catégorisées en deux colonnes, la fourmi et l'abeille. Grande travailleuse, grande épargnante. Maintenant, face à la réticence des institutions financières, certes, il y a eu des femmes qui ont baissé les bras à force de tenter sa chance et de se voir opposer des refus à demi-mot ou qu'on a pratiqué contre elles carrément la politique de close the door, c'est-à-dire de la porte fermée. Et là, vraiment, elles sont parties. Il y en a certaines qui ont vendu leur or, leurs meubles, juste pour financer leur business. Et j'encourage aujourd'hui, et je fais vraiment un appel solennel aux institutions financières. Je salue d'ailleurs, Jalila, aujourd'hui, le ministre délégué en charge de l'économie et des startups qui te soutient. Il a eu cette intelligence de faire appel à toi en tant que conseillère, en tant qu'initiatrice de ce genre d'initiative. J'en appelle à monsieur le ministre. Dites aux institutions financières locales de soutenir l'entrepreneuriat féminin. On est là en tant que diaspora ou en tant que citoyenne locale pour accompagner les femmes porteurs de projets. Il n'y a pas que les business angels. Nous devons tous mettre la main dans la main avec le savoir-faire, par exemple, effectivement, de cet incubateur Momwork, avec des sommités comme Madame Radia Benali, comme Madame Fournier, Myriam, comme toi, Jalila, sans te jeter des fleurs, mais tes réalisations parlent pour toi, de redonner confiance en donnant les mêmes lignes de crédit par justice, par équité, les mêmes que pour les hommes, que pour les femmes, et vous verrez ce que vous verrez. Ce n'est pas une promesse, c'est vraiment un engagement. Nous travaillons en tant que chef d'entreprise avec de commitment. Nous avons des engagements envers les institutions et les entreprises avec lesquelles on porte et les institutions avec lesquelles on travaille. Notre parole d'honneur est vraiment notre devise primordiale. Et on l'a toujours prouvé, on ne s'est jamais retiré du terrain du combat entrepreneurial. Vous ne verrez jamais une femme faire marche arrière de sa propre volonté. Vous la verrez faire peut-être marche arrière dans un cas de force majeure, mais vous ne la verrez jamais faire marche arrière juste parce qu'elle n'a pas envie ou parce que ce n'est plus tendance. Non, quand on entreprend, c'est de A à Z. Alors, je te remercie pour ce cri fort, parce que vraiment, c'est un cri fort par rapport, c'est-à-dire à notre dynamisme qui doit avoir des résultats derrière. Donc, et l'aide qu'il faut par rapport aux banques. Parce que là, Malak, tu as mis le doigt sur un sujet qui est presque tabou, je pense, pas seulement en Algérie, mais même ailleurs. D'accord? Absolument. Donc, je ne sais pas si Myriam nous rejoint sur cet avis, parce qu'elle aussi, elle est dans un secteur qui est très prometteur, mais aussi qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonds.
Donc, Myriam, si tu peux nous rejoindre avec ton audio, s'il te plaît. Tu nous entends, Myriam? Je pense qu'elle a un problème. Bon, c'est pas grave. Alors, pour Radia, est-ce que tu es d'accord aussi sur le principe qu'il faut faire plus de confiance à la femme parce que ce n'est pas elle, finalement, la mauvaise payeuse, je dis payeuse, hein. Donc, je ne sais pas si tu as eu quelques expériences sur ce plan par rapport à des personnes que tu as formées. Tout à fait. Alors, je reviens au concept qu'on devrait, je trouve qui est très, très important, c'est le concept de la méritocratie, même pour les fonds, qui les mérite le plus. C'est quoi le business plan qui tient plus la route que d'autres? C'est très important de voir, d'avoir des critères. C'est pour ça que quand on gère un projet, quand on gère un business, quand on veut lancer une nouvelle initiative, ce qui est très important, c'est d'avoir des critères très clairs. Start with the end in mind. Ça, c'est un style de vie qui est très important. Qu'est-ce que je vois à la fin de la route? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'avoir réussi? To be done, to have achieved success with my company. Alors, même chose, de pouvoir en parler justement à des investisseurs ou à des gens qui seraient intéressés. Moi, j'en ai eu plusieurs. En fait, ce que tu as dit, Jalila, à propos des femmes qui n'osent pas demander des fonds, en fait, moi, j'en ai toujours demandé. Je l'ai fait plusieurs fois et en fait, les gens m'ont fait confiance. J'ai eu des petits problèmes ici et là, c'est sûr, hein, ça arrive. Mais en fait, c'est vrai qu'il m'est tenu à cœur, bien sûr, de rendre leur argent toujours à temps et toujours en plus, de leur donner un retour sur leur investissement, etc. Maintenant, certaines fois, c'est vrai que quelquefois, on a peur un peu d'investir dans la femme parce qu'on se dit, elle a une vie familiale qui est elle est très prise par sa vie familiale, elle tombe enceinte, elle élève des enfants, etc. Mais ça ne devrait pas être vraiment un critère de sélection. C'est ça le fait. Le problème, c'est quand on n'a pas de critères clairs, après, ça devient it's a mess. On ne sait plus qui choisir. D'après quoi. Donc, quand on a des critères très clairs, et c'est ça qu'il faut, je pense, parce que parler aux investisseurs, parler aux donneurs de fonds, parler aux banques, etc., et leur parler un certain langage féminin, ça pourrait ne pas les interpeller. Par contre, leur parler leur propre langage, hein, ils parlent de bottom line, ils parlent de retour sur investissement, ils parlent de payback period, ils parlent de internal rate of return. Ça, c'est un langage qu'ils comprennent. Quand on leur montre qu'on comprend leur langage, qu'on comprend leurs inquiétudes et qu'on les adresse, c'est là que ça marche mieux. Et en fait, c'est ça, Malak en parlait, c'est il faut avoir le cran, the grit to do it. Il faut pas faire marche arrière, mais il faut bien en parler aussi. Et c'est un exercice persuasif, l'entrepreneuriat aussi. J'ai une audience, il faut que je persuade mon audience que moi, je pourrais régler un problème qu'ils ont, mais aussi que si j'en parle à un investisseur, je peux convaincre cet investisseur, que ce soit une banque ou autre, hein, que j'ai les compétences et j'ai ce qu'il faut et je me suis bien organisée pour mener mon entreprise à bien. Donc, je l'ai fait. Hein, je l'ai fait. Il faut vraiment. Il y a une expression aussi, je retourne souvent en anglais qui dit You need to go down and dirty into details of financials. Et il faut pas détourner le regard. Il faut vraiment faire quelquefois des choses qu'on n'a pas très envie de faire. Mais c'est ça, c'est le cran qu'il faut pour l'entrepreneuriat. Parce que si au premier virage, on se décourage,
ça va être un problème, effectivement. Donc, il faut vraiment avoir le cran de surmonter ces problèmes, de surmonter ces montagnes de bureaucratie, de dossiers à remplir, etc. Et de parler un même langage. Ça, c'est très important. Avec les banques, leur parler leur langage. Avec les investisseurs aussi, ça, c'est très important, je pense. Alors, merci beaucoup, docteur Radia. Donc là, je vois que notre ami Yassine Khoja est avec nous et je l'interpelle pour une chose qui est très importante parce qu'il a eu l'audace, hein, je dirais bien l'audace, d'organiser des lunchings. Donc, ce sont des meetings professionnels qui s'organisent autour d'un lunch, donc c'est dans un restaurant, là où il a pu, c'est-à-dire mettre en contact beaucoup de personnes porteuses de projets, porteurs de projets, avec des businesswomen, des businessmen, et qui ont commencé à travailler ensemble. Donc, si vous me permettez, je l'invite à prendre parole. Yacine, tu peux nous parler de ton launching, s'il te plaît, parce qu'il viendra, Inch'Allah, il reviendra après cette pandémie, Inch'Allah. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Effectivement, donc Jalil a donné un bon résumé, une bonne présentation. Donc, je m'appelle Yassine Jafar Khouja. Je suis informaticien spécialiste installé en Suède actuellement. Et effectivement, j'avais lancé le concept launching qui est tout simplement des rencontres socio-professionnelles autour d'un déjeuner. Mais alhamdoulilah, le peu d'événements qui ont été organisés se sont très très bien passés. De très belles rencontres se sont faites. Ça a été, il y a eu de la créativité, il y a eu de la spontanéité. C'est ça le concept, c'est ça l'idée du concept, c'est que c'est des rencontres spontanées, différents profils, différentes personnes, différents backgrounds qui se sont retrouvés autour d'un déjeuner, une rencontre très saine, dans un Très cadre très très convivial, surtout respectueux. très convivial, parce qu'il y avait quand même aussi de Exactement. l'animation, il y avait des petites interventions, je pense, de personnes vraiment, c'est-à-dire Exactement. extraordinaires. C'était vraiment très riche, c'est-à-dire en échange. Non, nous avons un programme très très riche, les Canara Hidji. Il y avait eu beaucoup d'intervenants qui étaient très, très intéressés pour participer, animer Chouïa, prendre un peu la parole. Et puis, des intervenants connus ou pas connus forcément, hein. يقدروا يكونوا de la scène de communication, ou مؤلفين qui ont l'habitude de prendre la parole, ou d'autres, non, du tout. Ils débutaient seulement et qui voulaient avoir ce courage de commencer à prendre parole dans un groupe de professionnels. Donc, nous avons eu un programme très, très riche, mais malheureusement, on n'a pas pu l'appliquer, le mettre. Mais quand même, vous l'avez fait dans plusieurs wilayas en Algérie, vous l'avez Hmm, refait aussi en Suède. Donc là où exactement. vous avez, c'est-à-dire connu un Là où le engouement concept est né. extraordinaire aussi. Hmm, Mhm. effectivement. Donc, le peu de rencontres qui se sont organisées se sont faites à Alger et Oran. Plusieurs rencontres à Alger et plusieurs à Oran. Ensuite, toutes les autres villes, il y a eu beaucoup d'intervenants, beaucoup d'autres villes, toutes les autres villes, hein, je veux dire, les grandes villes, qui allaient organiser des rencontres demain, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps. Et puis, encore une Ça fois, reviendra en tout cas, ça ben, reviendra. Oui, j'espère bien, j'espère bien. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Madame Farah Zemri, Madame Amina, Madame Sarah? Alors, est-ce que ce sont des participantes que je vois avec nous? Alors, peut-être qu'il y a des questions, peut-être. Ok, pas de problème. Il y a Monsieur Boudjener qui est
plus spécialiste, comme j'ai dit, c'est-à-dire dans le stress, anti-stress, et il a les recettes qu'il faut pour aider pas seulement les femmes, mais aussi les hommes. Mais je pense que à un moment donné, ces patients étaient plus des femmes. Est-ce que je me trompe, Monsieur Boujna? Tfaddal. Oui, salam alaikum à tous et à Alaykoum toutes. salam. Je suis, comment dirais-je, euh, je reçois un sur un la puissance de cette émotionnalité qui est sous-tendue par une volonté assez extraordinaire. C'est très bien, ça promet. Bien, il faut aller de l'avant. Je pense il y a certains trucs qu'il faut peut-être oser laisser de côté. Je parle surtout de la dichotomie ou d'un truc qui est en fait fallacieux. Une volonté qui a un objectif, c'est bon, on avance. Les combats manichéens, donc, on les de côté. Il reste toujours que la personne. La personne, c'est un potentiel, c'est aussi certains petits problèmes qu'il y a dedans. La personne a dit qu'elle doit. Monsieur Boujna, on vous perd un petit peu. On a perdu le contact avec vous, Monsieur Boujna. Je pense que par la suite, Madame Malek Bellot voudra prendre la parole. En attendant que Monsieur Boujna revienne. Alors, Malak, dans tes coachings, c'est aussi, c'est-à-dire, tu fais de l'anti-stress, tu encourages les femmes c'est-à-dire à Oui, entreprendre. je reviens. Ah, voilà. C'est ma connexion qui est complète. Ah, malish, pas grave. Non, il faut aller de Allez-y, l'avant. allez-y. Encourager, c'est peut-être un. Elle a des outils, elle a une volonté, elle a un knowledge, un savoir. Bon, maintenant, il faut contaminer, si on avance un petit peu. Nous sommes dans le Covid. Maintenant, c'est une sorte de Covid positif. Il faut savoir communiquer cet engouement et cet entrain. L'engouement et l'entrain ne peuvent pas tout faire. Il faut communiquer aussi l'expérimentation, le knowledge, le know how to do. Ça, c'est très important. Prendre par la main, c'est comme un, je sais pas, un prof du primaire. Il prend la craie et la main de l'enfant. Dans sa main, il écrit avec. L'enfant reçoit quelque chose, ce qu'on peut aussi déterminer sur le plan des neurosciences, il reçoit une image motrice. J'insiste beaucoup sur ce mot, image motrice. On a dans notre panel-là des gens qui se font de la psycho. C'est très important que les premiers pas ou la première gestuelle soient plus ou moins entourés. Surrounded, prise en charge. La prise en charge, elle dit qu'elle est mentale, elle est psycho-émotionnelle. C'est une prise en charge aussi de proximité. L'expérience humaine ne se transmet pas comme ça. C'est pas une équation. Le problème, c'est de rester sur la brèche, c'est de rester debout, c'est d'avancer. Quelquefois, les écueils, ils commencent au début. Mais C'est peut-être justement, bien que ça commence au début parce que ça aide aussi à rester debout. Quelquefois, c'est au milieu, on ne sait pas quand. Justement, cet accompagnement. Les gens qui sont véritablement ce qu'on appelle communément des battants, c'est des gens qui ont bouffé de la vache enragée, comme on dit, comme ça communément. Oui. Bien, c'est bien, se ramasser, garder son énergie, ne pas perdre espoir, et surtout la vision. J'insiste beaucoup, les gens, les entrepreneuses que vous êtes. Non. Oui, je l'ai là. Oui. Justement, allô. Oui, on vous entend. Justement, qu'est-ce que vous... J'entends très mal. Hein. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous préconisez à ces femmes-là pour justement aller au-devant et casser ce mur, c'est-à-dire de peur, de stress, d'anxiété, je dirais toute une panoplie de contraintes plus psychologiques qu'autre chose, ou bien sociales, hein?
Parce que parfois, c'est un petit peu la société qui entrave son dynamisme. Alors, qu'est-ce que vous lui suggérez? Ah, on a perdu Monsieur Bougenah. Pas grave. Voilà, il revient. Allez-y, Monsieur Bougenah. Donc, qu'est-ce que vous lui préconisez à cette femme qui n'ose pas parfois et qui a besoin plus d'accompagnement sur le côté, c'est-à-dire dans le côté psychologique? Je pense que nous avons nos particularités, hommes et femmes. Nos particularités, elles sont liées aussi à notre genre. C'est comme ça, la création, Dieu a bien fait les choses, il n'y a aucun problème. Mais ça ne veut pas dire aussi que c'est des barrières infranchissables. Les particularités des uns qui paraissent comme ça de prime abord comme étant des faiblesses sont en fait des forces aussi. Le fait aussi de savoir attendre, de savoir être patient. La patience joue un rôle capital dans l'éclosion d'une compagnie, dans l'érection d'une compagnie, l'establishment d'une société. Ce n'est pas comme ça du jour au lendemain, sur un claquement de doigts. Il y a des gens aussi qui ont claqué beaucoup d'argent pour avoir une compagnie clé en main. Je trouve ça d'une bêtise extraordinaire. Je ne sais pas, si on ne passe pas par le défi, c'est comme acheter une voiture d'une qualité extraordinaire alors qu'elle est complètement nulle, quand on devrait passer par la trottinette. Il y a un processus de maturation mentale, il y a un processus de maturation comportementale qui, lorsqu'il est bien passé, lorsqu'on a aussi il y a des gens, des référents. Les référents, quand on coince quelque part, on prend le téléphone et on appelle Flan ou la Flana. S'il te plaît, comment tu as fait toi pour ça? C'est peut-être un petit truc, mais la personne a besoin juste de souffler. Elle a besoin aussi de se dire oui, c'est pas parce que ça coince ici que moi, ma compagnie ou ce que j'ai engagé va tomber à l'eau. Ce côté-là est très important. Je prends en charge, comme tu disais au départ, les gens sur le plan du stress. Le stress aussi, c'est quelque chose dont on a besoin. Il ne faut pas toujours le charger négativement. Les gens aussi qui dorment un peu, qui freinent un peu sur le laurier au moment de take-off, le moment où il ça aussi, ça peut être mortel pour une compagnie, surtout au départ. Et dormir sur ces lauriers, c'est aussi une chose que j'ai remarqué ici en Algérie, c'est une plaie. Ça, c'est une plaie. Je mets le doigt dessus et j'appuie beaucoup. Les gens, les 6 premiers mois, il y a des sociétés qui ont démarré très bon, chapeau sur les roues. Ça a marché très bien, surtout dans le domaine de la bouffe et tout. Il y a des gens aussi qui sont très, comment dirais-je, très innovants. Et puis 6 mois après, ça dort. Rien, le produit stagne ou descend. Surtout la bouffe et tout, l'hygiène, c'est en bas. Nous avons aussi. Est-ce que vous croyez, M. Bougenah, et je m'adresse aussi aux autres participantes, croyez-vous que, c'est-à-dire notre diaspora pourrait aussi relever c'est-à-dire le défi avec nous? Parce que là, nous, on est en Algérie. Eux, ils sont à l'étranger. Parfois, il y a ce manque de collaboration, je dirais, de collaboration entre les deux, parce qu'ils sont sur deux rives. Donc, actuellement, dans le contexte technologique actuel, est-ce que vous croyez qu'il y a une possibilité de créer des solutions technologiques pour leur permettre… Vous avez déjà répondu à la problématique. Jalila, vous avez déjà répondu à la problématique. Le problème, c'est d'avoir c'est de dédier un peu de temps de soi aux autres. Le deuxième point non moins important, c'est d'avoir ce qu'on appelle des chutes dans nos calendriers, dans nos agendas. Les deux éléments, des points de rencontre, comme ça. Le webinaire existe maintenant, c'est bien, c'est extraordinaire. On peut l'utiliser aussi pour faire des cours, on peut l'utiliser pour faire du training, on peut faire beaucoup de choses avec. Le problème, c'est sommes-nous dispos les uns pour les autres, voilà. et vice-versa. Oui. Ça, c'est très important. Moi, j'ai pensé à un truc qui est beaucoup plus élaboré et qui date de 3 ou 4 siècles déjà, c'est les clubs.
C'est rassembler les gens par cooptation ou par, comment dirais-je, par appartenance. Il y a des appartenances. Les informaticiens, c'est bien d'avoir qu'ils aient un club, mais ce n'est Donc, pas un des club pour les e-clubs. fermer ou pour les exclure. Ce sera des e-clubs. C'est carrément, oui, voilà, j'ai eu la chance en 1993, quand l'Algérie plongeait dans le couloir de la mort, j'ai eu la chance de développer un projet que j'ai vendu aux Saoudiens à cette époque-là. C'est un club où il y avait une trilogie, pour être très très bref, parce que je ne veux pas te prendre la parole pour ce qu'il me faut. Ce club se basait sur, comment dirais-je, un truc santé, parce que c'est mon travail, je suis rééducateur, je m'occupe du côté corporel. Il y a le truc aussi, prise en charge du stress, et il y a un truc qui nous intéresse maintenant, ici, présentement, c'est l'entrepreneuriat. J'y ai pensé en 93, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Les clubs dont je parle datent de 1700, de 1600. Il y a certains clubs en Angleterre, ils fonctionnent comme ça. C'est des gens qui se retrouvent, ils font du business. Mieux encore, c'est des gens aussi qui ont des portefeuilles très élaborés, ils ont beaucoup d'argent. Donc, le banking, ils le mettent carrément Alors, de côté. C'est des clubs qui font tourner leurs projets pratiquement en cercle. Entre Ça aussi, c'est parenthèses, des idées à exploiter. alors, entre Oui. parenthèses pour les participants, alors M. Bougenah est aussi un innovateur, un créateur, et il est CEO et fondateur de l'entreprise Afia. D'accord? Donc, quand il parle d'entrepreneuriat, c'est ça, l'Afia, c'est ça? Ouais. Voilà. J'en suis pas à mon premier truc. Le premier truc que j'ai fait, c'était déjà en Suisse en 1983. J'ai ouvert un département de physiothérapie dans un cabinet médical en Suisse, au nez à la barbe du fisc, sans pouvoir. Je l'ai fait d'une façon pratiquement crâneuse, quoi. Et j'ai fait un très bon chiffre d'affaires, j'ai fonctionné très bien, je l'ai installé de mes propres mains. J'ai récupéré du matériel qui est déjà usité. La volonté, quand elle existe, il ne faut pas aussi tout baser sur la volonté. Il faut aussi un knowledge, un savoir-faire. Le savoir-faire, quand on ne l'a pas, on va chez ceux qui l'ont. Exactement, même s'ils sont à l'étranger. Et avec les possibilités, les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a, c'est-à-dire des barrières. Si ce n'est, par exemple, des projets qui nécessitent du présentiel. D'accord? Surtout, par exemple, par rapport à des produits, etc. Et c'est pour ça que dans l'événement She's in Tech Challenge, nous avons choisi une thématique unique et ça n'a pas été fait avant. C'est la diaspora tech. Ce sont toutes solutions technologiques, programmes technologiques, idées technologiques qui lieraient notre diaspora à ses proches ici en Algérie ou qui la met, c'est-à-dire en contact direct avec son pays pour justement faciliter c'est-à-dire quelques tâches, créer une valeur ajoutée par rapport aux Algériens comme par rapport aux gens de la diaspora. Donc, et pas forcément des gens de la diaspora qui vont développer ça. C'est-à-dire, il se peut que des nationaux ici en Algérie puissent développer une solution, c'est-à-dire qui aiderait la diaspora à être en contact avec, c'est-à-dire son pays. Et quand je dis diaspora, ce sont pas seulement les scientifiques, pas seulement les personnes âgées, pas simplement les enfants, mais c'est toute la communauté qui est visée. Donc, c'est toutes les catégories socio-professionnelles qui peuvent vraiment, c'est-à-dire bénéficier de ces solutions. Et justement, au passage, je remercie notre partenaire qui soutient l'organisation de She's in Tech Challenge, donc qui est la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en France, en la personne de son président, Monsieur Qassem Aïtiala. Donc, ainsi que toute l'équipe qui font aussi un travail très, très bon par rapport à la diaspora, par rapport à l'aide qu'ils portent à nos concitoyens, sur tous les plans. Je vous dis carrément, c'est sur tous les plans. Et bien sûr, on les aura, Inch'Allah, même les participantes, on les aura comme membres du jury.
qui vont justement évaluer les idées, les projets qui vont être, c'est-à-dire soumis à l'événement. Et justement, je les invite à participer, c'est-à-dire concrètement à cet événement. Je remercie aussi, c'est-à-dire X Humanisa, qui est porté par notre ami Hicham Bourak. Donc, il n'est pas là parce qu'il a aussi une séance, une réunion, donc dommage. Donc, qui est cofondateur de X Humanisa dans le côté santé. Alors, je remercie aussi le CCS Consulting du docteur Rouwen Rachid, qui est un expert en management des projets. Là, juste pour vous dire que il y a beaucoup de personnes à l'étranger, algériennes à l'étranger, qui font beaucoup de choses pour l'Algérie, mais qui ne paraissent pas trop. Donc, Malak Bellout elle-même, l'une d'elles, Madame Myriam Kassimi aussi, qui est sur les deux rives. Donc, c'est une bonne occasion de leur donner cette occasion de faire voir, de montrer ce qu'ils peuvent vraiment donner à leur pays. Parce que, comme nous, ils ont le pays dans le sang, on peut pas, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas s'en détacher. Il y a aussi notre partenaire My Best Coaching, donc, qui est avec nous, sa CEO. Il y a aussi la SFETAG, donc le président et Abdelaziz Djellel, qui était avec nous. Donc, il est aussi dans le management des projets dans la e-santé. Donc, il est spécialisé dans ce management, télémédecine, etc. Et donc, Inch'Allah, il y aura d'autres surprises pour nos partenaires. Actuellement, ils sont en force de la diaspora, hein. Donc, les autres viendront, Inch'Allah. Alors, Myriam, par rapport à tout ce qu'on a dit, est-ce que tu as un ajout Je voulais vraiment saluer ton travail, Jalila, et je suis très honorée d'être en plus co-panéliste avec Malak Bellout, qui est elle aussi très active. Et non, mais vraiment, il faut qu'on se dise ça, les filles, parce que on le sait, on ne se le dit pas assez. Qui est-ce qui va nous envoyer des fleurs si on ne s'en envoie pas? Alors, Donc, je vous donne plein de fleurs. Et messieurs, si vous voulez nous en mettre aussi, c'est bienvenu. Avec grand plaisir. Mais en tout cas, nous, on s'en envoie. Non, mais Jalila, vraiment, très sérieusement, je sais à quel point tu es brillante et tu avances, c'est toujours tout en modestie. Tu portes un certain nombre de sujets sur tes petites épaules et probablement une famille comme nous toutes et machin et machin. Donc, c'est une occasion de te dire merci d'avoir donné cette tribune et d'avoir permis de justement s'inspirer. J'entendais tout à l'heure la dame au Canada. Voilà, on est là, on a des modèles, on a des réussites, on est tous un peu des ovnis dans nos métiers, dans nos secteurs, ou des stars, ou perçus comme des génies ou pas. Mais ce qui est important, c'est que tout seul, on ne fait rien. Tout seul, on ne fait rien. Et moi, j'ai juste un seul message, parce qu'on est dans un call communautaire, à dire et à passer. Ce qui nous plombe le plus, que ce soit ici ou là-bas, c'est qu'entre nous, Algériennes et Algériens, we need trust. On doit se faire confiance. On est toujours en train de dire, et je m'en rends compte, hein, on a grandi comme ça. Et en fait, quand tu parlais tout à l'heure de diaspora, ou quand on parle de femmes, ou quand on parle de chercheurs, on ne se fait pas confiance. On a des complexes de nos traditions pour faire l'histoire, la sociologie. Peu importe d'où ça vient. C'est une réalité aujourd'hui. Même moi, je le vis dans ma start-up algérienne, que je suis très... On ne se fait pas confiance. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'un pays, qu'une communauté avance? C'est qu'elle est comme ça. Elle est comme ça. Et à un moment donné, c'est ce que je raconte souvent dans mes confs et machins sur le collier de perles. Mais vous êtes une perle, je suis une perle, mais on est plus fort si on a un collier. Et moi, je le dis, hein, on est toutes des perles ici, là, il faut qu'on shine, on deviendra même des diamants, on s'envoie des fleurs, ok, très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça tout seul? Rien. On est beaucoup plus fort si on fait ce collier de perles. Est-ce que cet événement que tu as organisé ici, et tout ce qui nous soutient, c'est vraiment ce qui nous manque, cette chose. Je n'ai pas envie de prendre d'autres exemples d'autres communautés, ce n'est pas le sujet, on parle de nous, entre nous, qu'est-ce qu'on doit améliorer? Et si j'avais un seul sujet,
pour les femmes cette fois-ci. Et essayons de faire l'exercice. Je n'ai pas votre talent de coach, mesdames, mais essayons juste de faire l'exercice de ne pas critiquer une femme pendant une semaine. Et tous les jours de se dire, je ne dois pas critiquer une femme. Parce qu'elles ont déjà suffisamment de tard. Donc, si nous, entre nous, on oublie de se critiquer, même si on le pense très fort, je vous assure que ça va soulager et ça permettra de faire avancer. Et en tout cas, dans le yin et le yang, je pense qu'on aura évolué. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que tout le monde a ses croyances limitatives. Vous pouvez investir dans un petit filtre à con, pardonnez-moi l'expression. Il faut le nettoyer de temps en temps. La caravane passe, les chiens aboient. Donc, on n'empêchera pas nos communautés de critiquer, on se le dit là juste entre nous, mais c'est des bruits, c'est des bruits. Et c'est vrai que ici, plus qu'ailleurs, on me dit, il faut que tu répondes, on a dit ça sur toi, on a dit ça sur toi, mais ça va. Je dis, oh là là, moi, je sais ce que je vaux, je suis droit dans mes bottes, je sais où sont mes supporters, je sais ce qu'on a délivré, je sais ce qu'on a comme KPI et comme metrics, et le reste, oui, fucking don't care. C'est la confiance en Merci soi. beaucoup. Je suis très honorée d'avoir cette petite picture là. C'est nous. Et nous. Et je ne sais pas si tu étais là quand M. Yassine Jaafar a parlé de l'organisation de son événement launching. Donc, c'est ce qu'il faisait justement. Lui, qui est homme, avait compris que, c'est-à-dire qu'il faut cette ère d'échange. Et puis, je pense que la jeune féminine était la plus intéressée par le launching. Je me trompe, Yacine, ou pas? Effectivement, non, non, pas du tout, pas du tout. Effectivement, les femmes étaient les plus partantes pour ce qui est non seulement organiser, et en plus faire partie tout simplement de l'événement et des rencontres. Euh, je pense, il n'y a pas que moi, il y a, je pense, un bon nombre de personnes et d'hommes en particulier pensent que les femmes sont exceptionnelles. Exceptionnelles. Elles sont épatantes et n'arrêteront jamais d'épater le monde. Donc, le monde sans la femme n'est pas un monde. Et c'est très bien, Myriam, que vous ayez évoqué un point très important qui est la confiance. Mais j'aimerais juste ajouter un point. La confiance, l'exercice que vous avez proposé aussi, hein, très intéressant, d'essayer pendant une semaine de ne pas critiquer une femme. Mais moi, je dirais d'essayer un peu, aller un peu plus loin, d'essayer de ne pas critiquer autrui, non pas seulement une femme, mais de ne pas critiquer l'autre. Et quand j'entends par critiquer, bien sûr, il y a des critiques qui sont acceptables et qui sont obligatoires, ce sont des critiques constructives. Donc, Hadouma, il faut qu'elle soit présente euh, lorsqu'on évoque un sujet, lorsqu'on parle de projet, lorsqu'il faut faire évoluer les choses. Je pense que les critiques sont très, très importantes, mais c'est les critiques destructives, effectivement, qui détruisent la personne. Hadouma, je pense il faut qu'il y ait un travail très, très important. Il faut qu'il y ait beaucoup de travail. Il faut qu'on travaille sur ce point. Avant d'aller de l'avant, avant d'essayer de travailler ensemble, il faudrait faire un gros travail sur la confiance. Apprendre à se faire confiance, effectivement. Je donne un petit exemple vite fait. Je ne vais pas prendre la parole pendant des heures. Moi, en Suède, à Stockholm, je suis un membre très actif au sein de la communauté algérienne en Suède. Quand je me suis installé en Suède, j'ai vu que la communauté algérienne, comparée à d'autres communautés, je vais éviter de les citer, mais كيفاش يقولوا في langage في jargon تاعنا متفرتكه ولا je sais plus comment on dit. C'est-à-dire مبعترة complètement. Personne ne connaît personne. Des gens qui sont là depuis des années ne se connaissent pas entre eux. Et je trouve que c'est très, très grave parce que nous ne sommes pas en France, nous ne sommes pas en Belgique, ou là, nous sommes en Suède. C'est un pays scandinave. Les cultures, elles sont très loin des autres cultures européennes. La communauté algérienne ou la communauté maghrébine, elle se doit d'exister. Donc, ce que j'ai fait un travail pour essayer de réunir la communauté algérienne. Et ça a plutôt marché.
nous avons j'ai créé un groupe avec une bande de personnes. Et aujourd'hui, la communauté algérienne, ou une partie de la communauté algérienne, est très unie. C'est-à-dire, ils sont là, ils ont un espace d'échange, etc. Mais il reste un problème. Ils n'arrêtent pas de se critiquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire critiquer pour un oui ou un non, détruire les personnes. Et ça, et je pense que c'est un très bon exercice, un très bel exercice, Myriam. Je pense il faut vraiment prendre la proposition de Myriam au sérieux et essayer de travailler sur ça et pourquoi pas Donc, essayer mhm. d'aboutir à quelque chose. Donc, ce que je comprends, c'est que la critique empoisonne l'entrepreneuriat. Ah, mais Et je fais le empoisonne lien la personne. entre les deux. Parce que quand même, quand on est dans une entreprise, quand on est une start-up, quand on est, c'est-à-dire toute une équipe de travail, si la critique existe au sein de ce groupe de travail, les choses ne passent pas, n'avancent pas. Non, Donc pas du là, tout, juste pour faire le effectivement. lien entre les deux. Donc, vous rejoignez, c'est-à-dire mon avis. Très bien. Bien sûr. Alors, oui, Malak. Je pense que Malak ne prend pas. Oui, prends parole, s'il te plaît. Déjà, je suis très émue de revoir Yassine parmi nous et ça fait longtemps que je n'ai pas parlé avec lui. Effectivement. Je l'ai connu à travers l'initiative Lanchin. Il avait eu la Ah, générosité et bien sûr l'immense intelligence de me solliciter vu que Myriam dit qu'on est des perles. Donc voilà, we shine there. Non, sérieusement, ça me fait très, très plaisir de revoir Yassine qui illumine par sa modestie, son intelligence, la tribune que tu lui attribues. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Myriam, justement. Comme vous l'avez vu, Myriam est une puncheuse en neurosciences. Vraiment, on appelle ça une puncheuse. C'est la Mohamed Ali du ring de l'entrepreneuriat. Elle vous parle d'un vécu. Si vous analysez son langage verbal et le regard, c'est quelqu'un qui en a vu jusque-là et gros sur le cœur, mais au moins on sent qu'on est avec quelqu'un d'entier. Vraiment, Myriam, si j'avais un conseil de marketeuse à te donner, c'est de vite breveter le collier de perles et de perles parce que moi, je trouve la formule juste extraordinaire, amazing. Vraiment, je vais faire un post, si tu le permets, prochainement avec ta formule en te citant par éthique et déontologie sur le collier de perles et les perles. Mais effectivement, je trouve la formule qu'on essaye de ne pas critiquer une femme pendant une semaine assez courageuse. Je te rassure, Myriam, ne pas critiquer une femme pendant une semaine, ça veut dire que notre monde d'aujourd'hui arrêterait de tourner. Pourquoi? On a une majorité de médiocres et on a une minorité de personnes avec de la bonne volonté et la majorité a comme focus de critiquer. Que ce soit comme Yassine qui dit critiquer tout court ou critiquer la femme. Mais je vous rappelle une chose, justement, lorsqu'on travaille sur le mindset, et tout à l'heure, Jalila m'avait posé la question, qu'est-ce qu'on traite aujourd'hui depuis l'éruption du virus et bien avant, le burn-out, le doute, les peurs, l'hésitation, les clichés, les stéréotypes, faire péter les plafonds de verre, etc., etc. Tout ça est un point focal de notre dynamique d'accompagnement et de coaching. Et à ce titre, d'ailleurs, My Best Coaching a développé une méthode qui s'appelle la méthode Fennec. Oui, je me suis basée sur le symbole algérien parce que vous savez très bien que la diaspora, physiquement, on est ailleurs, mais avec le cœur, on est tout le temps là-bas, 1, 2, 3, vous le savez. Donc, la méthode Fennec, en fait, je l'ai dédiée aux femmes entrepreneurs à travers le monde. F pour focus, c'est-à-dire que je dis à mes clients, restez focus sur le but à atteindre. Le premier E, c'est elevate, dream big.
and act big. Lorsque vous rêvez, ne rêvez pas petit. Vous n'êtes pas petit, vous êtes grand par vos rêves et par vos réalisations. Le N, c'est name the thing. Lorsque vous trouvez que quelque chose est bullshit, dites que c'est du bullshit. Lorsque vous trouvez que c'est magnifique, amazing, name it, dites que c'est magnifique. Mais quelqu'un qui est en train de vous pomper votre bonheur, votre énergie et votre temps, et il est en train de vous dégoisser n'importe quoi, dites stop, this is bullshit. Arrête de m'encombrer ma tête et ne me prends pas pour ta poubelle émotionnelle. Je ne suis pas là comme épaule pour que tu puisses déverser toute ta pensée négative. Le deuxième E, c'est eliminate. Vous avez un inner circle, vous avez un cercle de confiance autour de vous. Entourez-vous de drivers. N'allez pas demander à quelqu'un qui se tape, pour vous juste donner un exemple, hein, et c'est pas réducteur ce que je dis, hein, mais si vous rêvez d'une start-up et que vous la voyez en licorne, Yacine sait de quoi je parle, et qu'on parle d'1,5 million d'investissement, n'allez pas demander conseil à quelqu'un qui se tape 1500 par mois parce qu'il va vous dire « Quoi, mais t'es malade, il faut que tu arrêtes de fumer la moquette, l'exta, il faut arrêter, hein, c'était trendy il y a 20 ans. » Non, lorsque vous voulez voir grand, asseyez-vous avec un grand qui s'est pris des râteaux, qui sait honnêtement parler de ses échecs, qui saura vous guider. Parlez avec quelqu'un qui a du réseau et du networking, mais soyez légitime dans votre discours, soyez crédible. Moi, quelqu'un qui me dit « Je veux être comme vous, je veux être reconnu. » Oui, à quelle heure tu te lèves? Je ne sais pas, je crois à 9h. À 9h, le business, il est clos, mon gars. Ça y est, c'est bon. Quand tu veux faire du business, 4h du matin, ta journée business, elle est finie. Ton déj, il est fini et tu es dans la journée next. Posez les questions aux entrepreneurs qui est là. On a des journées de 26-28 heures parce que l'approche temps de l'entrepreneur n'est pas la même. Des gens qui me disent « Ah, mais mon week-end, moi, le vendredi à partir de 16h, je ne suis plus joignable. » No way, really? Vendredi? Mais tu travailles à la sécurité sociale, mon gars. Non, l'entrepreneuriat, c'est des sacrifices, c'est un investissement, c'est d'autres paradigmes. Je vous ai dit focus, elevate, name it, eliminate et enfin le C, change the mind. Celui qui vous dit ah oui, vous êtes une femme, oui, vous voyez autre chose. Regardez, physiquement, je le suis, mentalement, je le suis. Si ça vous choque, c'est que le problème n'est pas chez moi, il est chez vous. Vous êtes toute seule à porter le projet? Oui. Mais tel que vous me voyez ici, il y a moi et les autres dans ma tête. Donc, en gros, la team, on est 10 ou 12. Mais après, si vous n'êtes pas psychiatre, ça ne va pas poser problème. Mais si vous êtes un vrai entrepreneur, avec ce qu'il faut, là où il faut, suivez mon regard et ma pensée, vous allez comprendre, il faut me suivre. On est des porteurs de projets. Dans les pays anglo-saxons, vous avez des jeunes qu'on accompagne dans des pitchs et dans des prix. J'ai été jury dans le dernier Hult Prize de la fondation Bill Gates. On avait des porteurs de projets qui avaient 17 ans, à qui l'un des winners, on lui a donné quand même une enveloppe de $1 million. Il a 17 ans, on croyait en lui parce que le business plan était bon, la motivation était là, il a pitché, il y a cru, sa mère était là, elle a hypothéqué sa maison. Vous imaginez un petit peu cette croyance qu'on a, cette prise de risque qu'on a, sortir pas de la comfort zone, mais sortir du schéma qui veut que non, mais c'est pas le bon moment, tu comprends, c'est la crise, il faut pas, attendant des jours meilleurs. Les jours meilleurs, c'est toi qui te les fais. Il ne faut pas attendre les jours meilleurs. Les jours meilleurs, si tu es un thinker, un leader, un achiever, tu es un maker. Donc, les jours meilleurs, c'est toi qui te les ai faits. Voilà ce que préconise la méthode Fennec pour les porteurs de projets, pour vraiment mener la personne d'un point A, de l'intention, à un point Z, l'action. Il faut être dans l'action, il faut arrêter d'avoir de bonnes intentions. On n'a rien fait avec l'intention. Mais lorsque vous avez l'intention et l'action, vous êtes dans la réalisation. Croyez en vous. La première étape, c'est de croire en vous parce que personne ne le fera à votre place. Si vous attendez à ce qu'on vous tapote sur l'épaule en vous disant « Mais il y aura des choses, Allah ghalib mektoub, le destin terna », c'est faux. C'est une interprétation, c'est une pensée limitante.
ما كانش منها هذه تاع مكتوب هذا ما الله غالب جات هكذا non. Il faut tenter, il faut essayer, il faut aller au charbon. Il faut se réveiller tôt. Le leader, c'est celui qui vient avant les autres, Quatre mains. après les autres. Le leader, Et c'est le celui dernier qui part servi en dernier. plus. C'est le dernier servi. Vous savez ce que c'est qu'un un leader? C'est quelqu'un comme Myriam, c'est Xena la guerrière. تخرج عليكم تاكلكم وكل كيما راكم. Mais il faut lui faire confiance, il faut lui donner. نخرج لكم أنا من زوم ناكلكم وكل كيما راكم. Alors, je vais rajouter un autre conseil, si vous permettez. Malek, bravo. Oui, Avec ça, Bravo Malak, bravo. avec Quel ça, magnifique discours. on va finaliser en beauté. Mais là, on va. T'as vu la synergie, l'énergie qui revient de la synergie, etc. Attends, il y a, mais oui, alors le brevet sur les colliers de perles, c'est marrant parce que souvent on me le dit, pareil sur les filtracons, just do that. Tu postes, tu me cites, je te recite, je te reposte. Il y a une règle que j'ai installée parce que tu m'as fait penser à ça, c'est pour ça que j'interviens, qu'elle est très difficile à tenir. Et c'est pour ça qu'à la fin, le jeudi soir, ici, à 21h, on est comme ça. La halab, Inch'Allah, redoit, ma'alish madame, interdit. Ici. كل عطلة فيها خير. إن شاء الله إن شاء الله. رمضان ما نخدموش. رمضان حابسين. J'ai interdit et j'ai mis sur mon bureau un carton rouge du Merlich. Interdit. Interdit. Pour lever niveau. Non, mais en tout cas, voilà, je ne voulais pas vous prendre plus de temps. Vraiment, je vous aime et je pense que c'est très intéressant ce que tu fais et toute cette synergie. Yacine aussi, j'ai hâte d'en découvrir un peu plus sur ce que vous avez fait en Il est super. Il est super. Merci Myriam. Merci Myriam. Et je ne savais même pas que Malak connaissait Yacine. Bah, finalement, les choses, enfin. On est connu comme les loups blancs partout. Très bien, très bien. Là, on va rentrer en plein délire collectif, tu vois, mais j'adore. Mais justement, maintenant, j'ai la conviction que la famille grandit, la famille des leaders grandit. Et c'est ça qui est important. Et il n'y a pas seulement des femmes, il y a des femmes et des hommes. Parce que ces hommes-là croient en ces femmes-là. Et ces femmes-là sont là à accepter l'homme et puis aussi de le mettre. Donc, c'est là où vraiment il y a cette synergie entre femmes et hommes. Et c'est pour ça qu'il y a la complémentarité. Et c'est pour ça que le bon Dieu nous a créés tous les deux pour justement faire quelque chose, concrétiser des projets. Donc, je vous remercie infiniment pour votre participation. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. J'aurais aimé avoir Dr Radia, Sarah avec nous, Monsieur Abdelaziz, qui sont partis, qui avaient des engagements. Je remercie encore une fois, c'est-à-dire notre partenaire qui nous soutient, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en France, surtout qui opère avec la diaspora, parce que la diaspora, les porteuses de projets de la diaspora sont incluses. Alors, c'est justement dans cette inclusion que le projet, Inch'Allah, connaîtra de l'envergure. Donc, je vous remercie encore une fois et je vous dis bonne soirée. Voilà. Merci. Bonne soirée à vous toutes. Merci. Et à tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. On aura d'autres panels, Inch'Allah. On aura d'autres webinaires, etc. Oui, super. Merci beaucoup et bravo. Et Inch'Allah.
Merci revoir. à vous, c'était Au enrichissant. revoir. Merci. Inch'Allah.